PHL a eu le culot, mais alors là, question culot, il est blindé, d'aller sur la chaîne Fox News, dire aux Américains qu'ils n'avaient pas le choix de faire la guerre en Ukraine. De quoi se mêle-t-il? Jean Bricmont, bonjour. Bonjour Vincent. Quelle est la situation en Ukraine? Bon, ça c'est compliqué. La première remarque que je ferai, c'est qu'évidemment, si, après les succès de la France au Mali et des États-Unis en Afghanistan, il me semble évident qu'il est urgent de s'attaquer à l'armée russe. Je pense que rien que dire ça, ça montre la complexité de la situation du point de vue des Occidentaux. Alors, en ce qui concerne, d'abord, évidemment, une objection qu'on me fait tout le temps, c'est que je ne suis pas un expert. Mais à ça, je réponds que les experts, d'abord, il n'y a pas d'experts sur tous les conflits, sur l'Ukraine, sur Taïwan, sur la Syrie, l'Iran, etc., etc. Et donc, il faut bien que les citoyens puissent se faire une opinion. Et j'aime bien cette remarque un peu ironique de Chomsky qui dit on parle de chimie, de physique, de biologie, et puis on parle de sciences économiques, de sciences politiques, de sciences des relations internationales. Et il ajoute, moins ce sont des sciences, plus elles en veulent le titre. Et je pense aussi qu'il n'y a pas de véritable... Bon, c'est très bien qu'il y ait des experts de l'histoire de l'Ukraine et patati patata, mais on ne peut pas demander aux citoyens de s'abstenir d'avoir une opinion, de se forger une opinion sur la base des informations disponibles auprès de tous, parce qu'ils n'ont pas un doctorat d'études en études de l'Ukraine ou de Taïwan ou je ne sais pas quoi. Alors, quand on parle de l'Ukraine, il parle toujours d'un principe qui est le droit à l'Ukraine d'appartenir, dans ces pays souverains, ils peuvent appartenir à n'importe quelle région, à n'importe quelle alliance qu'ils veulent, l'OTAN, l'Union européenne, etc. En principe, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre principe qui est le droit à l'autodétermination de populations qui veulent se séparer de l'État dans lequel elles se trouvent. Ça a été mis en pratique, pas en principe, mais en pratique, en œuvre en 1999 avec la guerre contre la Serbie. Il y avait la population du Kosovo qui voulait se séparer de la Serbie et qui de facto, peut-être pas des jurés, mais de facto est indépendante de la Serbie. Et on a bombardé la Serbie ou la Yougoslavie de l'époque pendant 78 jours pour les forcer à admettre en pratique l'indépendance en pratique du Kosovo. On n'imagine pas la Russie bombarder l'Ukraine pour les forcer à admettre l'indépendance du Donbass. Je veux dire, on n'en est pas là. Et je vois pas très bien pourquoi la cause du Kosovo était sacro-sainte et la cause des populations russophones séparatistes en Crimée n'existe pas. Il faut l'intégrité territoriale de l'Ukraine est sacro-sainte, mais celle de la Serbie ne l'était pas. Je veux dire, il y a un conflit entre les principes. Alors en plus, évidemment, l'Ukraine est un pays qui est divisé. Il a été fait de différents morceaux. Quand on a créé, il ne faut pas oublier que toutes ces républiques ont été créées par les bolcheviks qui ont divisé l'Empire russe. Et c'est une des principales choses que Poutine reproche aux bolcheviks, c'est d'avoir mis une bombe atomique, enfin une bombe à retardement plutôt, sous le sol de la Russie en créant ces républiques. Parce qu'évidemment, ces républiques avaient un côté un peu artificiel. Il y avait peut-être une Ukraine, mais Lénine a mis une partie plutôt vers l'Est. Staline, alors après la guerre, a annexé une partie de l'Ouest, qui fait que s'il y a une tellement forte population anti-russe et anti-communiste dans l'ouest de l'Ukraine, c'est un peu la faute à Staline parce qu'il a raccroché cette partie. Et alors le plus grave ou le plus contestable, c'est qu'en 1954, Khrouchtchev, qui était d'origine ukrainienne, je ne sais pas si c'était ça sa motivation, mais il a raccroché la Crimée à l'Ukraine. Et la Crimée avait toujours été russe depuis le XVIIIe siècle, et bon, ils ont peuplé de russe, ils parlent russe, alors bon. Et donc ça, c'était, évidemment, pendant la période soviétique, c'était pas très grave, parce que l'Union soviétique, malgré l'existence des républiques, était encore un pays très unitaire. Mais lors de l'indépendance, déjà quand l'Ukraine est devenue indépendante en 1991, les Criméens n'étaient pas contents, et les Russes ont fait un accord avec l'Ukraine, comme quoi ils pourraient garder la base de Sébastopol, qui était une base militaire importante pour la Russie. Et donc il y avait un statut un peu particulier. Alors, on va y venir plus tard, mais il y a eu un coup d'État en 2014. Et après ce coup d'État, à la fois les républiques de l'Est, du Donbass et de Donetsk et de Luhansk et la Crimée se sont révoltées. La Crimée a fait un référendum pour être attachée à la Russie très vite. Et ce référendum a été massivement suivi. Et je peux retrouver des sondages d'opinion faits par les Occidentaux qui montrent que les Criméens ne voulaient plus avoir quoi que ce soit à faire avec l'Ukraine, ils voulaient être attachés à la Russie.
Alors évidemment, quand tu as un pays divisé comme ça, avec une histoire compliquée, il faut nécessairement un certain bon sens et il faut un certain sens de la négociation. Moi-même, je vis dans un pays qui était très unitaire jusqu'aux années 60 et qui petit à petit s'est fédéralisé. Moi, je vois absolument rien de dramatique à l'idée de faire des compromis quand il y a des communautés différentes, d'une part des Ukrainiens, ukrainiophones, et d'autres des russophones. Il faut bien faire des compromis, ou bien alors il y a la sécession. En Belgique, on a toujours fait des compromis à la belge. Les gens rigolent de nos compromis, mais ça vaut mieux ça qu'une bonne guerre. Et or, en Ukraine, en fin de compte, l'absence de compromis mène à une espèce de guerre civile. Alors, ce que la Russie veut aussi, c'est pas l'extension de l'OTAN. Alors, on peut dire, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas admettre que l'OTAN s'étende? Mais le problème, si tu veux, c'est que, évidemment, la Russie se voit comme une grande puissance, mais les États-Unis aussi. Les États-Unis, quand il y a eu l'installation de missiles soviétiques à Cuba en 1962, ils ont dit non, pas question, on va les détruire si vous les installez, etc., etc. On était au bord de la guerre mondiale et les Soviétiques ont retiré leurs missiles. Dans un monde idéal, ça ne devrait pas exister, mais les États-Unis, ils insistent sur la doctrine Monroe, qu'aucun État ne peut s'installer, mettre des bases militaires dans l'hémisphère sud, dans l'Amérique latine. Et même quand le Nicaragua est devenu, quand il y a eu la révolution en 79 au Nicaragua, ils ont dit que c'était une menace pour la sécurité des États-Unis, le petit Nicaragua, de rien du tout. Donc, je veux dire, les grandes puissances réagissent toutes comme ça. Donc, si effectivement les États-Unis peuvent se comporter comme ça, ben, désolé, mais la Russie peut légitimement demander de ne pas avoir l'OTAN à ses portes. Surtout que, il n'y a pas de doute que les États-Unis sont hostiles à la Russie. Ils prennent des sanctions contre la Russie. D'après Poutine, qui devait être bien renseigné, ils ont armé les rebelles tchétchènes. Ils font des révolutions de couleur un peu partout autour dans les pays de l'ex-Union soviétique. Alors évidemment, comment dirais-je, c'est évident que les Russes ont des raisons de ne pas vouloir avoir les troupes de l'OTAN à leur porte. Alors il y a un autre aspect qui est historique, qu'il faut rappeler, c'est que quand il y a eu la réunification de l'Allemagne de l'Est, donc ça c'est en 89, et la chute de l'URSS en 91, c'était pas absolument évident au moment de la chute du communisme en Europe de l'Est que l'URSS allait éclater, mais ce qui s'est passé, c'est que Gorbatchev a reçu des promesses comme quoi, quand l'Allemagne serait réunifiée, l'OTAN ne s'étendrait pas à l'est de l'Allemagne. Bon, évidemment, l'Allemagne de l'Est ferait partie de l'OTAN, mais pas la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc. Alors, évidemment, c'est contesté parce qu'il n'y a pas eu d'accord écrit, mais il y a des tas de documents, de rapports, de conversations qui sont déclassifiés, et je mettrai le lien, bon, tout ça c'est en anglais, mais ça existe, et qui montrent que, effectivement, il y avait, en conversation, on a dit à Gorbatchev, oui, on ne va pas s'étendre à l'est, d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque Clinton, quand l'extension à l'Est s'est produite, avec la Tchécoslovaquie, avec certains pays d'Europe de l'Est, pas tous, mais certains, une grande partie de l'élite américaine de politique étrangère, dont le plus connu est Robert McNamara, qui était l'architecte de la guerre du Vietnam, on dit à Clinton, non, ne faites pas ça, ça va déstabiliser les choses, ça va rendre les Russes plus nationalistes, ça va les rendre moins bien disposés vis-à-vis de nous, c'est pas une bonne idée, etc., etc. Ça va rien changer à la sécurité des pays de l'Est. Et donc, certainement, cette idée d'extension de l'OTAN, c'est quelque chose qui, même du point de vue des Américains, est discutable. Et le problème fondamental de l'OTAN, c'est que tu es engagé à cause de l'article 5, si un pays est attaqué, il faut venir à sa défense, mais tu n'as pas de contrôle sur ce que fait ce pays. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire? On ne peut pas dire aux pays baltes, ne faites pas ci, ne faites pas ça, soyez gentils avec vos minorités russes parce qu'il pourrait y avoir un conflit, etc., etc. Non. Et on ne peut pas dire ça à l'Ukraine. Donc si ces pays font partie de l'Alliance, ils font ce qu'ils veulent, et puis après on doit les défendre. Ça ne va pas. Et en plus, militairement, ils ne représentent pas grand-chose. Le seul pays réellement puissant dans l'Alliance, c'est les États-Unis. Un exemple, évidemment, de cette comment dirais-je, automaticité de l'aide, c'est l'Afghanistan. Quand il y a eu le 11 septembre, les Américains ont décidé qu'ils étaient attaqués par l'Afghanistan. Non, ils étaient attaqués par Al-Qaïda, c'était un crime. Ça a duré un jour, c'était peut-être horrible, mais ça ne s'est pas reproduit. Ce n'est pas typique d'une attaque militaire où tu as des troupes qui envahissent le pays constamment, tu vois. Et donc, ils ont décidé qu'on était en guerre avec l'Afghanistan. Ils ont dit aux talibans, vous livrez Ben Laden. Les talibans ont dit, non, on veut des preuves, etc. Bon, les Américains ont dit, non, ben, pas question, etc. Hop, c'est la guerre. Et nous, on est embarqués, nous, les Français comme toi, les Belges comme moi, on est embarqués dans une guerre avec l'Afghanistan, où on n'a strictement rien à cirer. Rien. Mais c'est ça l'inconvénient de l'OTAN. À partir du moment où tu es engagé dans ces alliances, tu es obligé de t'embarquer dans des guerres. La Suisse, par exemple,
elle n'est pas dans ces alliances, elle n'est embarquée dans aucune de ces guerres. Et donc c'est très irritant, tu vois, et c'était une des choses que faisait remarquer d'ailleurs un des premiers présidents américains, John Quincy Adams. Il disait qu'il ne voulait justement pas que les États-Unis s'embarquent dans des alliances avec des pays qui pourraient les emmener dans des guerres à cause de querelles locales, tu vois. Et donc, les États-Unis, évidemment, alors la politique américaine aujourd'hui est monstrueuse. Je veux dire, en Afghanistan, ils ont détruit ce pays pendant 20 ans. Maintenant, ils ont confisqué l'argent du gouvernement afghan, qui était leur gouvernement à eux, évidemment. Et alors maintenant, ils ne veulent pas le rendre aux talibans, les gens meurent de faim. Au Yémen, ils soutiennent une guerre génocidaire de l'Arabie Saoudite. Enfin, je veux dire, les politiques de sanctions des États-Unis vis-à-vis de tas de pays sont tout à fait monstrueuses. Et je pense que rien que si on a le moindre sens moral, je pense que les Européens devraient tout faire pour se détacher de cet attachement à la politique américaine, qui est évidemment impliquée par notre appartenance à l'OTAN. Alors, pour revenir à l'Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? En 2014, il y avait un président ukrainien qui s'appelait Yanukovych. Il avait été élu une première fois, puis il y avait une révolution de couleur, puis il y avait une nouvelle élection. Bon. Et donc, il avait perdu, mais en 2010, il avait été élu, et pour autant que je sache, à la régulière, mais évidemment avec une division du pays, où l'Est du pays votait pour lui, parce qu'il venait de l'Est, et l'Ouest votait, contre lui. Alors, en 2014, il y a eu des négociations entre le gouvernement ukrainien et l'Union européenne. Négociations où Yanukovych a, si j'ai bien compris, essayé de jouer un peu sur deux tableaux, les Russes d'un côté, l'Union européenne de l'autre, tu vois. Et il y a eu des manifestations très bien organisées, très rapidement violentes, contre Yanukovych. Qui était théoriquement pro-russe. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, il était pro-russe, il voulait réfléchir, il voulait tirer, à mon avis, il voulait tirer des marrons du feu des deux côtés, quoi. C'est-à-dire à la fois négocier avec l'Union européenne et négocier avec la Russie, tu vois. Mais il n'était pas content de l'accord que lui proposait l'Union européenne. Big deal. Je veux dire, c'est la politique, l'essence même de la politique de dire, voilà, vous faites un accord, je ne suis pas d'accord, je voudrais autre chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas instauré une dictature totalitaire. Tu vois, je veux dire, dire que c'est des émeutes démocratiques, quand des émeutes violentes, avec des attaques contre policiers, etc., parce que tu as une histoire de négociation sur un contrat, un accord de libre-échange, c'est de la folie. C'était un coup d'État qui a été organisé, qui était soutenu par les États-Unis. Victoria Nuland, qui était, je ne sais pas, elle était une responsable de l'administration américaine, a été sur place, encouragé les manifestants, et elle a choisi, elle a dit que le suivant Premier ministre devrait être Arseniy Yatsenyuk. Une fois que Yanukovych serait renversé, Yanukovych a fui. S'il a fui, c'est probablement parce qu'il craignait pour sa vie, tu vois. Et donc, il a fui en Russie. Et donc, Victoria Nuland est célèbre pour avoir dit « fuck the EU », donc j'encule l'Union européenne, ce qui voulait essentiellement l'Allemagne, parce que l'Allemagne avait d'autres plans pour l'Ukraine. Et alors, quand tu vois ce comportement des Américains, tu te dis « mais qu'est-ce qu'on fout avec ces gens, quoi ? Pourquoi devons-nous être les laquais de ces gens, tu vois ?» C'est ahurissant. Alors, bon, si on revient maintenant à la situation actuelle, ben, évidemment, après le coup de 2014, il y a eu la Crimée qui s'est rattachée à la Russie, et de l'autre côté, le Donbass, qui est insurrectionnel et qui est en rupture, si tu veux, de fait, avec l'Ukraine. Et il y a eu entre-temps des accords de Minsk, donc en Biélorussie, que les Ukrainiens ont signés avec des puissances occidentales et la Russie, qui prévoit une fédéralisation de l'Ukraine, mais qui n'a jamais été mise en place. Donc, les demandes des Russes, c'est qu'on applique ces accords, et deux, donc ce qui soulagerait évidemment les populations des Donbass, qui leur donnera un statut, et que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. Alors, moi je pense que la Russie ne va pas envers l'Ukraine comme ça, sauf s'il y a une attaque massive contre le Donbass, où là ils seront obligés de défendre les russophones et leurs citoyens russes, parce qu'il y a beaucoup de citoyens russes, de gens qui ont acquis la nationalité russe dans cette région du monde, ou bien si l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Rentrer dans l'OTAN, je crois que c'est peu probable, parce que la France ne le veut pas, et Sarkozy avait déjà mis son veto à l'entrée de la Géorgie dans l'OTAN dans le passé, et je pense que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ça me paraît peu probable. Mais ce que les États-Unis essayent d'encourager, c'est une attaque massive de l'Ukraine, si tu veux, contre les régions sécessionnistes. D'accord ?
D'ailleurs, on a vu que les États-Unis commençaient à dire que les Russes préparaient des vidéos montrant des attaques sur leur territoire. C'est ça, ils ont dit ça. C'était intéressant de voir que dans une conférence de presse avec le porte-parole du département d'État, il y a un journaliste qui a dit « Mais quelles sont les preuves que les Russes préparent ces vidéos ?» Donc les Russes ont supposé préparer des vidéos montrant une fausse attaque d'Ukrainiens contre les Russes de façon à pouvoir intervenir. De nouveau, j'ai pas la moindre... Je suis convaincu que les Russes n'ont aucune envie de rentrer dans une guerre. Ils ne le feraient que s'ils sont forcés par une attaque massive réelle. Mais bon, le journaliste pose ça au département d'État et c'est très très comique parce que le type dit mais je viens de vous donner les preuves. Il dit non, c'est une assertion, c'est pas une preuve. D'accord ? Où sont les preuves ? Puis le type s'emporte, il dit oui, mais si vous préférez croire la propagande russe, etc. Bon, n'importe quoi. Et c'est très comique. Alors il faut quand même mettre ça dans le contexte des assertions. Tu vois, il y a eu, pendant toute la période Trump, tu as eu le Russiagate. Donc tu as eu l'idée que les Russes avaient des informations sur Trump et qu'ils en faisaient en fait leur jouet. Et Trump a pris des sanctions, le plus de sanctions contre la Russie que n'importe qui. Peut-être qu'il voulait se rapprocher de la Russie, ça aurait été bien dans sa perspective générale, mais il ne l'a jamais fait. Et la moindre chose qu'il pouvait faire, c'était toujours interprété comme « Ah voilà, on sait que c'est un agent russe ». Tu vois ? Et la presse américaine était délirante là-dessus. Or, il n'y a aucune preuve de ça. Et le dossier, alors ça c'est quand même le dossier Steele sur lequel il s'appuyait. Donc il y a un ex-agent britannique qui avait fait un dossier pour la campagne Clinton qui montrait tout ce que les Russes savaient sur lui, sur Trump. Entre autres, Trump était supposé avoir payé des prostituées moscovites pour uriner sur le lit dans lequel avaient dormi les Clinton. Je dis, mais, je veux dire, il est un peu spécial, mais quand même, à ce point-là, ça me paraît tellement... Tu sais, des assertions extraordinaires doivent être soutenues par des preuves extraordinaires. C'est un principe élémentaire d'épistémologie. Et si tu dis des trucs comme ça, il faudrait autre chose qu'un rapport comme ça d'un agent qui est payé, etc. Et donc, je veux dire, toute le Russiagate, et la presse française, je mettrai le lien à l'article de Laurent Doré, toute la presse française a marché là-dedans, à l'exception du monde diplomatique. Je veux dire, ils ont tous marché là-dedans. Et la presse américaine, évidemment, encore plus. Enfin, la presse libérale. Et donc, on a ça. On a aussi l'histoire des primes pour les Afghans. Les Russes, les Américains ont découvert qu'ils avaient des informations comme quoi les Russes donnaient des primes aux talibans pour tuer les Américains. C'est comme si on disait que la résistance recevait des primes pour tuer les Allemands pendant la guerre. C'est évident que les talibans voulaient tuer les Américains parce qu'ils voulaient qu'ils partent. Et il n'y avait pas besoin de primes pour ça. Il n'y avait aucune preuve de ça. C'est abandonné, cette histoire. Mais Trump a été victime de nouveau d'une campagne de presse disant il ne dénonce pas ça assez vite, il ne réagit pas, comment, c'est un agent russe, etc. Donc tu as un mensonge après l'autre, et toutes ces histoires qu'il raconte maintenant sur l'Ukraine, bon, moi je crois que c'est des mensonges, c'est de la propagande de guerre, c'est tout. Alors c'est intéressant aussi de voir que il y a eu, je pense que les Français pensent aussi qu'il n'y a pas d'attaque directe. Il y a eu des conversations entre Zelensky, donc le président ukrainien actuel, et Biden, où Zelensky a dit non, il ne faut pas exagérer, les Russes ne vont pas envahir demain, etc. Et Biden a dit non, l'attaque est imminente. Et les Ukrainiens, bon, ils soufflent le chaud et le froid, mais à un moment donné, ils disent aussi, bon, il ne faut pas non plus créer de panique parce que les capitaux fuient, les gens retirent l'argent des banques, etc. Comme toujours quand on a l'imminence d'une guerre. Et donc, c'est aussi intéressant de voir que quand il y a eu la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, à propos de cette histoire, les pays non occidentaux, y compris les pays très à droite comme le Brésil, étaient tous pour les accords de Minsk, pour des négociations, etc. Il n'y a personne qui veut de guerre. Ils ne veulent pas une guerre qui va entraîner au minimum des coupures d'approvisionnement. Alors évidemment, ça va avoir des répercussions mondiales sur le commerce mondial, sur l'économie mondiale, etc. Les pays pauvres n'ont absolument pas envie de ça pour deux provinces sécessionnistes en Ukraine. Hein. Alors maintenant, si on vient au rapport de force, moi je ne vois pas les Américains avoir la force conventionnelle pour aider l'armée. Bon, l'armée ukrainienne, je ne sais pas ce qu'elle ferait s'ils attaquaient le Donbass et que les Russes réagissaient. Mais si les Russes réagissent et les chasses du Donbass ne vont pas attaquer l'Ukraine, ne vont pas occuper Kiev, etc. Mais s'ils réagissent, qu'est-ce que les Américains vont faire? Les Américains n'ont pas la force conventionnelle et je ne les vois pas perdre des centaines de soldats tous les jours pendant un conflit prolongé avec la Russie, alors que les sondages d'opinion de Biden sont en chute libre,
je veux dire, c'est évident qu'il y aurait un mouvement il y aura un mouvement de la paix aux États-Unis. Et s'il y a un affrontement direct entre des forces nucléaires, entre des puissances nucléaires, évidemment, c'est très risqué parce que rien ne te dit que la guerre va rester conventionnelle. Moi, je ne la vois pas rester conventionnelle éternellement entre puissances nucléaires. Ce que tout le monde sait et qui fait qu'ils ont tendance à s'éviter. En Syrie, par exemple, les troupes russes et américaines s'évitent. Les Russes pourraient facilement chasser les Américains de Syrie, mais ils ne veulent pas le faire parce que ça risquerait d'une escalade qui pourrait arriver à nucléaire. Alors évidemment, la seule chose que les Américains ont, c'est des sanctions. Alors ils préparent d'immenses sanctions contre la Russie au cas où elle envahit l'Ukraine, mais si elle envahit l'Ukraine, elle ne va pas lui l'envahir, ça ne sert à rien, tu vois. Enfin, sauf si, évidemment, ils arrivent à faire un coup, comme ils ont fait en 2014, qu'ils arrivent à pousser les Ukrainiens à envahir le Donbass, alors tout est possible. Mais les sanctions, ça ne va pas marcher, ça ne marche jamais, ça fait souffrir les gens, ça tue des gens. Mais tu as des sanctions depuis des décennies contre Cuba, tu en as contre le Venezuela, contre la Syrie, contre l'Iran, contre la Chine, contre la Russie, mais ces pays ne cèdent pas, et ils ne cèdent jamais. Et c'est comme ça depuis le blocus continental avec Napoléon et l'Angleterre. Et donc les sanctions, pour faire céder les pays, pour faire souffrir les gens, ça marche. Pour tuer les gens, ça marche. Mais parce que les pays prennent des contre-mesures. Et la Russie a des tas de possibilités de contre-mesures. Maintenant, ils ont fait un accord de livraison de gaz à la Chine, avec, à l'occasion des Jeux de Pékin, donc Xi Jinping et Poutine se sont rencontrés, et ça ne va faire que renforcer la coopération entre la Chine et la Russie. Mais la Chine et la Russie, ensemble, ont assez de ressources pour survivre à des sanctions américaines. Hein. Et donc, évidemment, si vraiment les Américains voulaient vraiment le conflit, alors ils pourraient se retrouver dans une situation où on coupe le gaz. Hein. Les Russes ont dit qu'ils ne le feraient jamais, mais ils le feront s'ils sont obligés. Et s'ils le font, c'est le bordel en Europe. Hein. Alors, ce qui est comique aussi, c'est que les Américains en sont venus à faire un appel à la Chine. Ils ont dit aux Chinois, vous ne pouvez pas dire aux Russes que c'est vrai. Les Chinois ont dit. Alors, ils accusent de génocide, ils veulent boycotter leurs Jeux Olympiques, ils veulent tout faire contre la Chine, ils font de l'agitation à Taïwan. Et après, ils disent, vous ne pouvez pas nous aider. Les Chinois leur ont dit, allez vous faire foutre, nous on est pour l'accord de Minsk et on veut la paix en Ukraine. Alors, si tu veux, qu'est-ce qui motive cette agitation? Puisqu'on va quand même pas arriver, espérons-le, et probablement que même les Américains ne veulent pas une guerre ouverte, que s'ils prennent des sanctions, ça va se retourner contre eux. Cette politique est irrationnelle, parce que la politique rationnelle serait de dire aux Ukrainiens, écoutez, faites des compromis avec votre minorité russophone, point à la ligne, et on ne vous donne aucune aide. Ils ont déversé plein d'aides à l'Ukraine pour dire, vraiment, l'aide c'est fini, sauf si vous faites des accords avec la minorité russophone, vous mettez au pas les extrémistes néo-nazis qui sont hyper hystériques anti-russes, etc. Ils font tout l'inverse. Alors évidemment, toute cette hystérie, si tu veux, un exemple de cette hystérie, c'est un type qui s'appelle Tucker Carlson, qui est un commentateur sur la chaîne Fox News, qui est très à droite, c'est tellement plus à droite que d'autres, mais il est contre toute ingérence, il est contre l'intervention en Ukraine, et il est dénoncé comme un traître, comme un agent de Poutine dans les chaînes libérales, démocrates comme CNN, etc. C'est tout à fait ahurissant la pression qu'il y a. Et donc, évidemment, vu cette pression, tu comprends bien qu'un petit prof d'UNIF comme moi, dans une UNIF américaine, il n'oserait rien dire, parce que si un présentateur vedette d'une TV, la TV la plus importante, se fait traîner dans la boue, le terrorisme intellectuel est total. C'est comme ça que l'opinion occidentale, pas l'opinion du peuple, parce que les sondages montrent qu'en fait, les Américains sont contre, ils ne veulent pas de guerre en Ukraine. Donc ils partiront pas la fleur au fusil. Ils en ont assez donné avec l'Irak, l'Afghanistan, etc. Ils veulent plus de guerre. Le peuple, la population. Mais ce qu'on appelle l'opinion, c'est-à-dire les journaux, les médias, etc., sont dans l'hystérie totale. BHL a eu le culot, mais alors là, question culot, il est blindé, d'aller sur la chaîne Fox News. Donc cette chaîne de droite, trumpiste, etc., qui est supposée détester, dire aux Américains qu'ils n'avaient pas le choix de faire la guerre en Ukraine. De quoi se mêle-t-il? Peur qu'il aille dire aux Français de mourir en Ukraine, les Français ne vont pas aller mourir en Ukraine. Et dire aux Américains, je veux dire, c'est invraisemblable, son culot est invraisemblable. Je veux dire, un autre qui est pas mal, c'est Soros qui veut faire un changement de régime en Chine. Ça, les deux, ils font concurrence pour savoir qui est le plus absurde des deux. Mais tu vois, par exemple, aussi en France, tu as cette pression, par exemple, Alain Frachon dans Le Monde, le 7 janvier, il dit « Le président russe se dit prêt à aller à Kiev et à soumettre l'ensemble de l'Ukraine. »
Mais il n'a jamais dit ça. Il pourrait dire, le président russe va aller à Kiev. Non, il dit, il se dit prêt. Non, il ne s'est jamais dit prêt. C'est faux, c'est fake news. Et alors, il dit aussi, évidemment, après l'invasion de l'Ukraine, ce serait une affaire de résistance populaire. Donc, c'est déjà prévu. Alors que même les Ukrainiens disent, ne paniquons pas, c'est pas urgent, etc. Et alors, évidemment, une autre, Sylvie Kaufmann, qui est aussi dans Le Monde, elle dit les Occidentaux étaient divisés, mais heureusement, ils ont compris que cette crise dépassait largement le sort de l'Ukraine. Eux aussi sont attaqués. Et alors, on te ressort, évidemment, Munich, Hitler, toutes les comparaisons, etc. Et alors, il cite un Ukrainien qui dit, si vous laissez passer Poutine cette fois, il ne s'arrêtera pas à Kiev. Où est-ce qu'il va aller? Et qu'est-ce que ça veut dire, laisser passer cette fois? Où est-ce qu'il est allé précédemment? Il a aidé la Syrie à la demande de la Syrie, il a aidé le Kazakhstan à la demande du Kazakhstan. Il y a eu l'intervention qui peut-être est discutable, comment dirais-je, mais enfin, elle a été provoquée un peu par la Géorgie. Et sinon, moi, je ne vois pas ce qu'il a fait. Il n'a pas envahi les pays baltes, il n'a pas envahi la Pologne, il n'a pas envahi l'Ukraine, il n'a pas envahi la Crimée. La Crimée voulait quitter l'Ukraine après le coup de 2014. Et donc, on a un cirque médiatique de théorie. On a tout ce que je déteste. La propagande de guerre à tous les étages, des dépenses militaires totalement inutiles, une augmentation des tensions internationales qui, espérons-le, ne débouchera à rien, sur rien. Si elle débouche sur quelque chose, c'est sur la guerre et c'est la catastrophe. Donc la seule chose qu'on peut espérer, c'est que ça ne serve à rien. On dépense de l'argent, on construit des armes, on vend des armes, etc., en espérant qu'elles ne servent à rien. Sauf au complexe militaro-industriel. Il y a déjà un PDG d'une entreprise américaine qui dit « Ah, mais tous ces conflits, hein, c'est bon pour nous, on va vendre des armes de tous les côtés. » Mais à part ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Et alors, tu as cette espèce d'imbrication entre les think tanks, les médias, qui sont évidemment possédés par des capitalistes, et le complexe militaro-industriel, qui s'épaulent les uns les autres pour créer cette hystérie dans laquelle la population, à ma connaissance, ne suit pas, enfin, une partie. Alors, tu as ce complexe militaro-industriel, médiatico-intellectuel, si tu veux, qui est là et qui nous crée une pression totale, un conflit totalement artificiel. Et il faudra bien un jour s'asseoir à la table de négociation et négocier avec les Russes parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et c'est un spectacle d'une absurdité révoltante et un gaspillage de ressources, d'argent, d'angoisse, d'inquiétude, y compris pour les Ukrainiens, parce que finalement, les Ukrainiens, ils sont dans le grand échiquier, ils sont des pions dans l'échiquier américain de conflit avec l'Eurasie. Et pour les Européens, c'est d'autant plus absurde d'avoir des BHL, etc., parce que nous, on a intérêt à s'entendre avec les Russes. On a intérêt économiquement, on a intérêt géostratégiquement, on a intérêt évidemment à se détacher des Américains, on a intérêt à être gaulliste. Tu vois, De Gaulle n'était sûrement pas pro-soviétique, mais il voulait une politique indépendante par rapport à celle des États-Unis. Et malgré tout, une politique de détente avec la Chine, la Russie, etc. Et c'est évidemment notre intérêt, mais qui peut exprimer notre intérêt dans le climat de terrorisme intellectuel dans lequel on vit? C'est difficile. Et Macron, comment réagit-il? Macron, je ne sais pas, parce que tu as les hommes politiques, vu le climat de terrorisme intellectuel, ils sont obligés de faire des grandes déclarations un peu machistes, disant oui, les Russes doivent faire ci et ça, mais les Russes s'en foutent complètement. Et alors évidemment, en privé, qu'est-ce qu'il dit à Macron? Qu'est-ce qu'il y a comme conversation entre Macron et Poutine? Moi, j'étais pas là, j'en sais rien. Je suspecte Macron de vouloir une politique européenne, entre guillemets européenne, c'est-à-dire franco-allemande, un petit pays comme la Belgique n'existe pas, mais franco-allemande, qui mènerait à une politique pas pro-russe, mais indépendante des États-Unis par rapport à la Russie et prête à des compromis. Le problème c'était aussi la position de Gaulle. Le problème avec les Allemands, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment voulu ça. Les Allemands ont accepté la défaite en 1945 et se sont tournés vers les États-Unis comme étant leur maître, leur protecteur, etc., etc. Ils ont beaucoup moins de volonté d'indépendance par rapport aux États-Unis. C'est peut-être en train de changer, parce que les Américains veulent saboter le Nord Stream 2, ils veulent les faire chier de toutes les façons possibles et imaginables, et peut-être et je crois que de ce que je sais, l'opinion allemande, évidemment, est extrêmement irritée par rapport à la politique américaine. Alors évidemment, il y a les Verts. Évidemment, les Verts jouent un rôle très très nocif parce qu'ils sont à fond anti-russes et pro-américains. Évidemment aussi écolo, donc anti-gaz, mais je ne sais pas comment ils vont faire sans gaz et sans nucléaire. Et donc, mais les sociodémocrates, à mon avis, sont un peu plus raisonnables. Et les capitalistes allemands sont divisés, mais je pense aussi qu'il y en a pas mal qui voudraient s'entendre avec la Russie. Donc là, je pense qu'en fait, ce que j'espère dans cette crise, c'est que les pays d'Europe, de l'Ouest,
s'éloignent autant que possible des Américains. Quitter l'OTAN, ça me paraît utopique, mais disons qu'ils peuvent faire la sourde oreille, ils peuvent faire, tu vois, ils peuvent faire toutes sortes de choses. L'accord de Minsk, c'est un accord ou le format Normandie, comme on appelle ça, c'est un format où tu regroupes les Européens, t'as pas les Américains, là, tu vois. Et si tu fais des accords avec les Russes et les Ukrainiens qui n'impliquent que les Européens, qui sont après tous ceux qui sont dans la ligne de front s'il devait y avoir une guerre, ça, ce serait une très bonne chose. Les Américains, out. Jean Bricmont, merci beaucoup. Merci Vincent.